Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Je suis officiellement commis pour apprécier utilement cette situation avec vous. Fin de citation. Ainsi parlait le directeur de l'Observatoire des médias et de l'opinion publique au ministère de la Communication. Il s'adressait ainsi au directeur adjoint de Radio France Internationale. Suite à la diffusion dimanche 10 mai 2020 de l'émission Le Débat africain, le directeur de l'Observatoire des médias veut tout d'abord se rassurer que le top management de RFI a suivi l'émission de dimanche dernier. Le haut commis de l'État veut aussi se rassurer que les responsables de RFI suivent attentivement depuis quelques semaines les émissions présentées par M. Foka, camerounais d'origine, et dont l'approche et la proximité sociologique d'avec un acteur politique de l'opposition mérite plus que jamais un regard attentif des responsables de RFI. Le directeur de l'Observatoire des médias pense, pour terminer, que M. Foka a construit une émission pour magnifier, blanchir, anoblir l'activiste dévoyé et déséquilibré Calibro. Il demande de ce fait aux responsables de Radio France Internationale d'accorder à un représentant du gouvernement camerounais de rétablir la vérité sur les accusations alléguées par l'activiste. Ce à quoi Radio France Internationale n'est pas opposé. Madame, Monsieur, tout à l'heure, à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Noufélé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Armoirie de la République et propos stigmatisants. Pourquoi? C'est une interrogation, madame, monsieur, pour répondre, une tentative à cette problématique. Nous avons sur ce plateau à Douala l'honorable Marlise Douala-Bel. Honorable, bonsoir et bon retour. Bonsoir. Bonsoir et je suis ravie d'être là. Oui. Et c'est l'occasion pour moi, avant qu'on ne commence, de dire merci au personnel de santé, à toute l'équipe qui prend en charge les malades. Vous applaudissez du aussi, Covid. comme on vous voit en France. Qu'est-ce que vous faisiez quotidiennement pour les encourager, honorable Douala-Bel? En France, ils se mettaient aux fenêtres là pour applaudir à 20h. Ils se mettaient, oui, surtout applaudir pour qu'on sache qu'ils sont tous vivants. Ah, ok. Qu'ils sont tous vivants. Oui. Non, nous n'avons pas eu besoin de cela. Oui. Mais je pense que chaque Camerounais conscient applaudit dans son cœur et dit merci à ces personnes qui, du fait de leur formation professionnelle, académiques et professionnels, se retrouvent en face de la maladie au quotidien, sont obligés de dépasser leurs propres peurs pour se mettre au service de nous tous, de toutes les populations camerounaises qui se retrouvent à l'hôpital à un moment donné. Ça prend beaucoup de courage, ça prend beaucoup d'humanité et ça prend aussi beaucoup de professionnalisme. Voilà, honorable Marlise Douala-Bel sur ce plateau. Pour compléter le plateau Douala, madame, monsieur, nous attendons toujours maître Roland Diou du mouvement pour la renaissance du Cameroun. On va prendre tout de suite la direction de Paris où nous attend déjà, je le vois, mon moniteur, maître Christian Bomo Timban. Bonsoir maître, bienvenue une fois de plus. Bonsoir Saint-Germain. Bonsoir à tous les panélistes qui sont là ce soir. Bonsoir à vos multiples téléspectateurs. Voilà, Maître Bomo, quelques jours après le déconfinement, vous appelez ça là-bas, déconfinement progressif, comment, dans votre tête, comment ça se passe depuis lundi? Oh, c'est timide. Voyez-vous, il ne s'agit pas d'une décision administrative. Il faut qu'on soit convaincu que la maladie est en train de partir. Oui. Donc déjà, les transports publics sont quasiment vides.
les rues sont toujours vides, il n'y a pas de monde, pas assez de monde, on observe. Ok, on revient à vous parce que c'est vous qui allez justement planter le décor de cette émission. Maître Christian Beaumont, il nous a rejoint sur ce plateau. Maître Roland Dio, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Otou, bonsoir honorable, bonsoir à mon confrère Maître Timban et bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Equinox. Je m'excuse pour le retard dû à des raisons indépendantes de ma volonté. Voilà, Maître Dio du mouvement pour la renaissance du Cameroun. On repart à Paris, madame, monsieur. Maître Christian Beaumont-Timban, vous avez lu cette sortie du directeur de l'Observatoire des médias et de l'opinion publique au Cameroun. Premier commentaire, vous qui êtes de la société civile. Voilà, il ne s'agit pas d'une simple sortie. Il faut dire le mot. La malheureuse, la lamentable sortie de monsieur le directeur des médias, vous avez dit, de la République du Cameroun. C'est vrai qu'il a attaché un ministère, mais c'est lui qui occupe ses fonctions dans la République. Et voyez-vous, quand un responsable de ce niveau écrit ce que nous avons vu, on se pose bien la question d'où va notre pays, où va le Cameroun, que pense l'intelligentsia camerounaise par rapport à l'avenir de ce pays. C'est une situation très grave. Si ça avait été dans d'autres pays, les pays occidentaux, par exemple ici en France, ça allait être le tollé général et monsieur Manda aurait été démis de ses fonctions. Maître Beaumont, qu'est-ce qui vous indigne dans cette correspondance? Qu'est-ce qui vous indigne? Ce qui est indigne quand il parle d'un rapport de M. Alain Foucault avec un rapport tribal, un rapport sociologique, je ne sais pas, il y a une expression que je n'aimerais même pas employer, je ne peux pas la garder dans ma mémoire. En fait, il faisait allusion aux origines tribales de M. Alain Foucault, qui serait celle d'un opposant politique. Et on peut deviner qu'il s'agit de M. Maurice Kamto. Faut pas jouer au chat à la souris. C'est clair, il s'agit de M. Maurice Kamto qui aurait les mêmes origines sociologiques ou anthropologiques avec le journaliste Alain Foucault. Alors, ce genre de référence, vous savez, comme je le disais, M. César Lotou, ici en Europe, surtout en France, ça renvoie à beaucoup de choses. Ça renvoie à ce qu'on appelle le fichage ethnique. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, M. Alain Foucault et l'opposant politique camerounais Maurice Kamto font donc l'objet de fichage ethnique. Et vous voyez à quoi ça renvoie dans un pays comme celui-ci. Ok. C'est très grave. Voilà, c'est très grave. Maître Roland Dious, vous partagez, c'est forcément l'avis de Maître Christian Beaumont. C'est très grave également. Oui, on ne partage pas seulement... Tangana Manda n'a pas donné de nom, mais il a affiché quand même M. Foucault lorsqu'il dit M. Foucault, Camerounais d'origine, dont l'approche et la proximité sociologique d'avec un acteur politique de l'opposition. Oui, nous avons là un nouveau concept, celui de la proximité sociologique. Et quand un responsable d'une des institutions de l'État du Cameroun, notamment en charge, parce que je crois savoir que M. Manda est directeur de l'Observatoire des médias et de l'opinion publique au sein du ministère de la Communication. Cela veut dire qu'on observe les médias et l'opinion publique au Cameroun sous le prisme des proximités sociologiques, puisque c'est la voie la plus autorisée qui nous l'a dit. Et donc, au niveau de ce gouvernement-là, on tire des conclusions sur la base d'une grille de lecture sociologique du Cameroun. Et ce qui me gêne, c'est que on prend les instruments de l'État pour faire ce genre d'analyse lorsque cela concerne précisément l'opposant politique qu'ils n'ont pas souhaité nommer. Mais tout le monde sait qu'il s'agit du professeur Maurice Kamto, parce que M. Manda lui-même, s'il fallait lui retourner un peu son appareil intellectuel, on ne se serait posé la question de quelle proximité sociologique lui aussi peut-il se réclamer, voyez-vous? Et si on étend la question en ce qui concerne d'autres acteurs de l'opinion publique qui en général sont peu critiques, et ça c'est être poli, qui soutiennent le régime en place,
On peut effectivement également se poser la question de savoir quelle serait leur proximité sociologique. Mais cela n'est pas surprenant. Parce que voyez-vous, nous vivons dans un pays qui a fait l'objet d'une période coloniale et d'une période post-coloniale dont le ciment fondamental, c'était justement l'exaspération des divisions et des différences entre les uns et les autres, entre les membres de la collectivité Cameroun. C'était donc une politique coloniale qui est devenue une politique post-coloniale dont le régime RDPC se vante aujourd'hui, parce que vous voyez bien que ce régime l'a même théorisé. Quand vous entendez parler du libéralisme communautaire, je crois que c'est le stade le plus avancé de la théorisation de la grille de lecture sociologique d'une société. Vous voyez que si on dissèque les deux vocables qui constituent le concept de libéralisme communautaire, vous avez d'un côté le libéralisme, vous avez de l'autre côté la communauté. Si on comprend le libéralisme dans son sens le plus basique, qui est celui du libre cours des règles du marché, alors s'il faut appliquer cela à la théorie du libéralisme communautaire, cela sous-entend que c'est un marché dans lequel s'affrontent des communautés. Donc, le théoricien de la gouvernance de notre pays depuis 38 ans, pense la société qu'il gouverne sous l'angle communautaire et donc jette les communautés à se livrer entre elles une bataille dans laquelle l'État, pour reprendre un peu les éléments théoriques du libéralisme, serait simplement le régulateur. Sauf que l'État lui-même est aux mains. C'est un peu le jeu de l'observateur-acteur. Il régule, mais il régule en étant dans le jeu. C'est d'ailleurs ce qui permet d'aboutir à la théorie du tribalisme institutionnel. Parce qu'à partir du moment où on regarde la société du point de vue de la tribu, et pas de la tribalité, mais du tribalisme, quand on n'est pas simplement observateur, mais acteur, et pas n'importe lequel, acteur de pouvoir, dont la principale dynamique est celle soit de la conquête, soit de la conservation, mais davantage la conservation, puisque le cas qui nous concerne, c'est un régime qui est là depuis une quarantaine d'années, alors on ne peut pas être dans le libéralisme, c'est-à-dire le laisser-faire. On voit bien qu'il y a de la manipulation, et c'est cette manipulation-là, sous les prismes de la communauté, qui s'exaspère dans le débat public aujourd'hui, sous les concepts comme celui de la proximité sociologique, qui visiblement sert de grille de lecture, désormais, à notre pouvoir en place. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez avoir des termes du même genre qui rentrent dans même les constitutions. C'est également pour ça que vous avez des notions comme celle de l'équilibre régional, qui n'est pas à la pratique un équilibre régional, mais un équilibre communautaire. Vous voyez donc que cela n'est pas du tout surprenant. On voit simplement des métastases de quelque chose qui est une théorie parfaitement assumée par le gouvernement en place, qui est celle de considérer le Cameroun comme un conglomérat de communautés qui s'affrontent et qu'on gagnerait à faire affronter, parce que vous savez comme moi que diviser pour mieux régner est la meilleure façon de fonctionner. Mais je dois rappeler que au-delà de l'indignation, nous devons vraiment et résolument changer de cap. Et c'est à cela que nous invitons nos concitoyens dans le cadre de la Renaissance nationale. Nous devons sortir des villages pour aller à la République, parce que nous sommes des citoyens. Nous sommes certes des Camerounais avec chacun une origine précise, une identité, une culture. Soit, c'est un fait. Et ce fait est aussi hasardeux que peut l'être le fait d'être de couleur noire ou de couleur blanche. Personne n'a choisi le fait d'avoir cette identité-là, comme personne n'a choisi le fait d'avoir telle ou telle couleur de peau. Donc, si le déterminant est l'identité, la différence, cela est un problème dans la mesure où c'est cette différence qui va cristalliser les efforts de la société. Okay. La société doit se concentrer non pas sur les différences, mais précisément sur ce qui permet à ce que nous puissions tous
avec nos différences, faire partie d'un tout, d'un vivre ensemble. Et c'est à ça que sert la notion de république, la res publica, la chose publique. Et le meilleur outil en république pour garantir le vivre ensemble, c'est bel et bien la démocratie, que je préfère appeler la justice, pour ne pas utiliser des concepts qui peuvent être dévoyés. Voilà, honorable Marlis Doualabel, est-ce que vous également, vous vous indignez face à ce que les précédents orateurs considèrent comme de la stigmatisation pure? Je m'indigne. Dans cette lettre. Je m'indigne. Oui. Surtout. Oui. Sur l'incapacité de ceux qui, comme moi, pensent être les leaders de ce pays et qui veulent occulter la réalité. Il n'y a pas de nouveau concept. Non. La proximité sociologique, c'est le prénom du tribalisme. Et le tribalisme, nous connaissons. Maître connaît, vous connaissez et moi je connais. Pour au moins en avoir été victime, mais aussi quelquefois en avoir été acteur. Donc, quand on met en avant ce nouveau, entre guillemets, concept, il n'est pas nouveau. Il a été exprimé de cette façon-là, peut-être pour montrer les capacités linguistiques de Sa Majesté. Mais moi, qui n'ai pas le même niveau que lui, oui, j'aurais dit tribalisme. Oui. Simplement. Et voilà. Et lui, en tant que directeur de l'Observatoire des médias, je pense qu'il peut très bien faire une note technique sur WhatsApp, oui, à ce directeur de RFI. Il nous a appelé pour nous dire que c'était des notes techniques qu'il a adressées. Ils ont eu un échange et puis l'échange a été transporté sur la place publique. Tout le monde a été au courant. Bon, le directeur de RFI a réagi pour certainement prouver que son espace médiatique n'est pas réservé à... n'est pas partisan. Voilà, pour dire tout court, n'est pas partisan. Oui. Mais maintenant, il ne faut pas qu'en traitant cette question, qu'on fasse comme s'il y avait eu quelque chose de très nouveau. Ce débat-là existe. Et notre travail à nous tous, leaders de ce projet, la prétention d'être leader, vous voyez ça? Leader de ce pays, notre combat commun, c'est de gommer cette aspérité-là. De la gommer parce qu'elle ne rend service à personne. Mais nous avons également la responsabilité de reconnaître que cela existe et qu'on le retrouve dans nos attitudes quotidiennes, dans les choix que nous faisons quand nous sommes directeur général, quand nous sommes patron d'industrie, quand nous sommes infirmières à l'hôpital, quand nous sommes à l'université. Il arrive très souvent que le déterminant de nos décisions ou de nos actions est une empreinte tribaliste. Eh bien, on doit arrêter ça, tout simplement. Mais il ne faut pas faire comme si c'était une invention. Atangana Manda n'a rien inventé. Peut-être qu'il a voulu attirer l'attention de RFI dans ce qu'il a perçu comme une attitude partisane de M. Foucault. Mais pour moi, ça s'arrête là. Ils se sont expliqués. Le directeur de RFI a ouvert son espace pour si jamais le ministre de la Communication voudrait prendre la parole. Je n'ai pas vu la réaction du ministre de la Communication. Non, c'est prévu. Il dit que si cela convient à monsieur le ministre, son point de vue pourra être enregistré cette semaine pour diffusion en début du prochain débat africain, dimanche 17. Donc, on va l'enregistrer cette semaine pour que ce soit diffusé dimanche. D'accord. Ben, ça veut tout simplement dire que l'espace est donc ouvert, ouais, et puis on est tous à l'attente de ce que dira le ministre de la Communication. Mais franchement, excusez-moi, mais c'est peut-être moi qui ne perçois pas les choses tout à fait comme vous. Cette intervention de monsieur le directeur
pour moi, c'était juste essayer d'attirer l'attention de monsieur le directeur de RFI, qu'il a été perçu par lui et par certains Camerounais comme un espace partisan, que son espace RFI est perçu comme un espace partisan. Ça a été fait, la réaction a été là, maintenant l'histoire va continuer son cours. Maintenant, je voudrais bien parler du libéralisme communautaire. Moi, je n'ai jamais lu à travers communauté, simplement la communauté ethnique. Les pêcheurs qui sont à Cap Cameroun, ils viennent de partout, ils forment une communauté. Ils ont des intérêts communs parce que ils font du business ensemble, ils doivent normaliser les choses, ils doivent structurer le marché, etc. Donc c'est une communauté qui agit. Et dans le libéralisme, moi je perçois, je suis pas économiste, mais je perçois la possibilité, la liberté qui est donnée à des personnes de s'autodéterminer. Oui. Dans l'intérêt de la communauté tout entière. Mais je ne la limitais pas simplement à la communauté, comment vous appelez ça, ethnique. Sociologique, oui, si on veut. Oui, sociologique. Moi, je voyais ça plus large. Maître, permettez que je relise un peu ce passage qui dérange, on va le dire comme ça. Me rassurer que vous suivez attentivement depuis quelques semaines les émissions présentées par M. Foka, Camerounais d'origine et dont l'approche et la proximité sociologique d'avec un acteur politique de l'opposition méritent plus que jamais un regard attentif des responsables des RFI. Voilà. Pour vous, vous ne voyez rien dans ce passage? Est-ce qu'il y a un message clair que monsieur le directeur de l'Observatoire des médias veut faire passer à l'endroit des autorités, des responsables des RFI? Oui. Moi, le message, comme je le disais tantôt, c'était OK, votre radio est partisane parce qu'elle donne un espace, un grand espace à quelqu'un qui lui-même est partisan. Oui. Moi, c'est comme ça que je reçois ce message-là. Oui. Maintenant, si on va voir dans les faits ou alors à la lecture de tout ce que M. Foka a fait jusqu'à présent, est-ce qu'il va être établi qu'il a eu ses postures partisanes? Mais s'il a eu des postures partisanes, moi, ça ne m'étonnerait pas. Les 99% des Camerounais ont des attitudes partisanes et c'est dommage. C'est un aîné dans la profession. Je crois qu'on lui a fait le procès pendant la campagne présidentielle au Cameroun de ne pas véritablement s'intéresser. Comme on dit souvent, les Camerounais, vous êtes champions, vous parlez des affaires des autres. C'est le procès qu'on a fait à Alain Foka de ne pas parler des histoires du Cameroun parce qu'il évitait. Il évitait de parler, qu'on lui colle des étiquettes de partisans et autres. Vous savez, pour moi, M. Foka est une ressource de qualité et je suis fier du travail qu'il fait parce que j'ai vu des documentaires qu'il a montés et j'ai suivi aussi des choses de lui. Donc, a priori, pour moi, c'est une valeur. Mais maintenant, être une valeur ne fait pas de vous un non-tribaliste. On peut être très valeureux et être tribaliste, avoir un penchant pour faciliter ou favoriser la prise de positions qui avantagent les ressortissants de son groupe ethnique. Moi, personnellement, je ne l'ai pas pris véritablement à défaut. Donc, je ne voudrais pas ici dire quelque chose que je ne pourrais pas assumer jusqu'à la fin. Mais j'essaye simplement de comprendre le rôle technique de M. Manda qui a pensé peut-être qu'il fallait attirer l'attention. Maintenant, attendons de voir la communication de M. le ministre qui va venir nous clarifier les choses. Voilà, je vois Maître Christian Beaumont qui, pendant un moment, secouait la tête. Je sais qu'il va rebondir sûrement à la suite des propos de l'honorable Marlys Doualabel. Maître Beaumont. Oui, sergent, je suis très... Ce que je viens d'apprendre. Je me pose d'ailleurs la question si Mme Bell est toujours entendre un député de la nation tenir ce genre de propos, ça craint. On a déjà barré. Ça craint et ça fait un enfer. Elle dit qu'il faut laisser couler, il faut laisser passer. Non, madame. On ne peut pas laisser passer, laisser couler, attendre la réaction, je ne sais pas quoi, le démon
ici, chef du ministre de la Communication. M. Manda a parlé en tant que ministre de la Communication. Il n'a pas parlé en tant qu'individu. Il a utilisé les armoiries de l'État pour tenir des propos tribalistes que vous avez reconnus. Il n'y avait pas les armoiries. Ça veut dire que le gouvernement camerounais, par la personne de M. Manda qui le représentait, a procédé à ce que j'appelle un fichage ethnique. Il a procédé à ce qu'on appelle par ailleurs délit de faciès. Alors, nous de la société civile à laquelle j'appartiens, nous allons observer la réaction du gouvernement par rapport à cette attitude. Monsieur Félix Sadi, ancien secrétaire général du RDPC, ministre de la Communication du Cameroun, le premier ministre chef du gouvernement sont interpellés à la suite des propos tenus par un fonctionnaire de l'État du Cameroun qui représente cet État et qui a décidé de procéder, je le redis encore, à un fichage, à un catalogage ethnique d'un Camerounais. C'est une situation grave. C'est une situation, je dis bien, gravissime. On ne peut pas laisser faire. On ne peut pas passer outre. Il faut que le gouvernement se prononce sur ce cas. Je ne veux pas savoir ce qu'a fait monsieur Alain Foucault, quand bien même il aurait fait, je ne pense pas que ce serait de cette manière. Parce que moi, j'ai eu l'avantage aussi d'écouter et de suivre M. Alain Foucault dans ses multiples émissions à RFI. Jamais, je dis jamais, je n'ai entendu parler ou favoriser un opposant politique camerounais parce qu'il serait de sa tribu. Ça n'existe pas et ça n'a jamais existé. Et si M. Alain Foucault avait tenu des propos tribalistes, la société civile critique à laquelle j'appartiens serait sortie. M. Manda a tout simplement exprimé ses émotions grégaires d'un homme qui est l'autre à cause de sa tribu. Il est tous ceux qui sont de la tribu de M. Foucault et de cet opposant politique. Il a manifesté. Il les soupçonne. Il les soupçonne de tribalisme. Le tribalisme ne se soupçonne pas. Le tribalisme, ce sont des faits. Quand vous soupçonnez quelqu'un d'être raciste, d'être tribaliste, vous êtes en faute. Et d'ailleurs, j'encouragerais monsieur Boka, qui a fait l'objet d'une dénonciation calomnieuse et aussi de stigmatisation tribale, de porter plainte à M. Manda, que ce soit en France ou au Cameroun. Il ne s'agit pas d'une simple déclaration partisane d'un parti, comme j'ai entendu la députée dire tout à l'heure. Il s'agit d'une atteinte au fondement de notre République. La République camerounaise, dans sa constitution, refuse ce genre de stigmatisation des tribus en parlant d'égalité. L'égalité nous interdit d'avoir ce regard. S'il y a des individus, des Camerounais, qui ont posé des actes tribalistes, il revient à la justice. D'ailleurs, l'Assemblée nationale du Cameroun vient de voter une loi sur le tribalisme. On ne soupçonne pas de tribalisme. C'est ce qui a été à l'origine de la Shoah. On a soupçonné
des Juifs. On les a condamnés parce qu'ils étaient Juifs. Et dans le cas d'espèce, on condamne M. Foka et l'opposant politique camerounais parce qu'ils sont d'une même tribu. Je ne veux pas prendre ça à la légère. Ce n'est pas un débat de salon. Les fondements de notre République sont en danger. Et M. Manda, s'il est un homme digne, s'il est un patriote, doit de lui-même déposer sa démission auprès de ceux qui l'ont nommé. Ce homme ne mérite plus de s'asseoir dans un bureau camerounais. Et je le dis avec tout le sérieux nécessaire. Ok. Voilà. Voilà, Maître Roland Djiwou, lorsque dans cette correspondance, le directeur dit « Le ministre de la Communication du Cameroun me charge par la présente de prendre langue avec vous ». Plus bas, il dit « Je suis officiellement commis pour apprécier utilement cette situation avec vous ». Et Maître Bomo le disait tout à l'heure, est-ce que les fondements de la République sont en danger ? Je vous remercie d'avoir lu ces extraits de cette note de M. Manda. Parce que il m'a semblé tout à l'heure, quand j'ai écouté l'intervention... M. Manda, qui nous a appelé cet après-midi, a insisté. Il dit que ce sont des notes techniques. Voilà. On ajoute à l'exacerbation du tribalisme la mythocratie. Parce qu'il y a une chose qu'il a écrite de sa plume et une autre qu'il vous a dite au téléphone. La chose qu'il a écrite de sa plume, c'est qu'il est chargé par sa tutelle, oui, par son patron, de prendre langue avec le responsable d'un média international pour lui faire savoir que selon lui, et donc probablement selon le ministre qui l'envoie, il y aurait un certain traitement de l'information sur RFI qui, de leur point de vue, est partisan parce que celui qui fait cette émission-là aurait une proximité sociologique avec un opposant politique au Cameroun. Et il termine sa correspondance en indiquant aux médias en question qu'il est investi de plein pouvoir pour traiter de cette question-là avec le média en cause. De mon point de vue, ça ressemble... Il parle escalité. De mon point de vue, ça ressemble plus à une demande de droit de réponse qu'à une note technique. Tout à fait humblement, parce que je ne pense pas avoir les outils du métier de journaliste pour en parler avec autorité, mais tel que cette correspondance est libérée, il s'agit de solliciter du point de vue du ministère de la Communication, tout au moins sous de l'Observatoire des médias, un droit de réponse vis-à-vis de ce qu'ils ont considéré comme étant un traitement partial de l'information. Laquelle partialité, selon eux, et c'est ça qui m'intéresse. On peut avoir un traitement partial simplement par manque d'objectivité. Mais le directeur de l'Observatoire des médias souligne que selon lui, ce traitement partial est dû à la proximité sociologique. Et c'est ça qui fait problème, honorable. Évidemment, et là je suis d'accord avec vous, ce n'est pas un phénomène nouveau. Et je crois que c'est plutôt vous qui m'avez rejoint sur cette question, puisque je vous ai indiqué que c'est même les fondements du régime en place. Cette logique de la lecture selon les œillères du tribalisme de la société camerounaise. On est dans la société précisément du soupçon, parce qu'on ne voit pas les gens pour ce qu'ils sont. On n'écoute pas ce qu'ils disent. On les soupçonne. Je prends la question du tribalisme, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Bien entendu. D'ailleurs, vous avez utilisé une formule tout à l'heure que j'emprunterai volontiers. La proximité sociologique, c'est le prénom du tribalisme, et on est tous d'accord là-dessus. Disons-nous les choses franchement. Sur la question du tribalisme, l'opposant politique dont on parle, au moins on ne lui reprochera pas de n'avoir jamais pris position sur la scène publique vis-à-vis de cette question délicate mais importante. Parce qu'il l'a fait dans au moins, à ma connaissance, 2 ouvrages de référence, et il y a une 20aine d'années, au moins. Le premier ouvrage dans lequel il traite vraiment de manière large de la question de l'ethnicité et de la tribalité, de l'ethnisme et du tribalisme, c'est l'urgence de la pensée, paru en 1991. De 1991 à aujourd'hui, ça fait quand même des lustres. À cette époque-là déjà, on parlait déjà du tribalisme. Et l'opposant politique dont on parle
s'est exprimé sur la question et a donné sa position. Position qu'il a réitérée en la densifiant davantage dans un ouvrage commis quelques années plus tard, en 1999, d'échéance de la politique. Sa position personnelle, donc, est connue sur la question du tribalisme. Mais on ne peut pas forcément en dire autant des tenants du pouvoir. Je ne sais pas si M. Biya, par exemple, nous a dit ce qu'il entend par tribalisme ou par tribalité. Et c'est ça le vrai problème de ce pays. C'est qu'on agit et l'action laisse dégager des tendances qui permettent à un moment donné, comme on le dit en sciences sociales, les faits sociaux sont des choses qui permettent de dégager des courbes. Et ces courbes-là montrent clairement que nous sommes dans un pays dont le moteur principal de la gouvernance est la lecture. Et je suis en porte-à-faux, je suis pas tout à fait d'accord avec l'honorable, parce que je suis tout à fait d'accord du point de vue sociologique. Les pêcheurs sont une communauté, comme les enfants de la rue, comme les orphelins. Du point de vue de la sociologie générale, oui, c'est vrai. Mais je parlais de l'action politique, de la praxis, qui permet, une fois qu'on a mis des faits les uns à côté des autres, de finalement dégager une tendance. Et la tendance donc qu'on dégage de l'action politique de M. Biya depuis qu'il est au pouvoir, c'est que selon lui, la notion de communauté renvoie aux communautés sociologiques, tout au moins, parce que je ne dirais pas ethnique, mais tout au moins sociologique. Il a dit lui-même, dans les encablures du grand dialogue national, que le critère sur la base duquel il désignait ses premiers ministres n'était rien d'autre que leur origine sociologique, parce que, disait-il, en guise de solution, il avait régulièrement désigné des premiers ministres anglophones. Voilà un élément factuel. On ne nous a jamais dit qu'on a désigné un premier ministre parce qu'il avait telle ou telle compétence. Et c'est la personne la plus autorisée qui nous a dit quelle était la référence sur la base de laquelle cette personne-là désignait ses premiers ministres. On ne va pas manquer d'autres exemples, mais je préfère m'arrêter sur cette question. Cela fait donc qu'aujourd'hui, on a une société qui se ment à elle-même. Qui se ment à elle-même parce que vous avez larvé dans la société ce tribalisme-là qui se vit. Et là, je suis d'accord avec vous, honorable. Vous voyez, on peut être d'accord sur beaucoup de questions. Parce que effectivement, c'est des questions qui nous concernent tous. Nous avons même parfois été nous-mêmes, quand je dis nous-mêmes, c'est un nous général, parfois été pourfendeurs, parfois été instigateurs, dans l'absolu, de comportements qui peuvent être répréhensibles. Mais la solution, de notre point de vue, n'est pas chacun de se dire « Oh, si je t'accuse de tribalisme, je n'ai pas le droit parce que moi aussi je le serai. » La solution, c'est de se dire comment on fait pour s'en sortir. Comment on fait pour justement ne plus regarder l'honorable Douala Bel comme cette personne du canton Bel, avant de regarder la personne, l'intellectuel qui est capable d'analyse. Comment on fait pour que l'honorable Douala Bel ne regarde pas Roland Dieu comme ce Bamileke des montagnes, mais qu'il le regarde comme un citoyen camerounais et peut-être s'enrichisse de ce petit plus qui peut être sa culture et vice-versa. Comment on fait? Voilà le vrai débat. Parce que vous avez vu dans ce pays des procès d'intention qui ont été à longueur de journée faits au MRC, simplement à cause de l'origine de son dirigeant. Je souhaite poser ce problème sur la table. Je vais vous dire, le MRC est né, en tout cas, le MRC est rentré sur la scène politique en 2012. De 2012 à 2018, lorsqu'il y a eu la première convention, le débat public de ceux qui voulaient reprocher quelque chose au MRC, c'était de dire, voilà un parti dont tous les dirigeants sont originaires de la même région. C'était le débat public. Mais je mets les téléspectateurs au défi de me montrer quel autre parti politique dans la même période a été autant interrogé sur l'origine de ses dirigeants. La période après 2018, c'est-à-dire la campagne électorale, à nos jours, à nouveau, cette même stigmatisation, au point où c'est devenu comme un refrain que les personnes répètent dans la société.
On dit que le MRC serait un parti politique des personnes originaires de certaines régions. Mais personne ne se pose la question de savoir est-ce que les personnes originaires d'autres régions sont arrivées au MRC et on leur a dit non, ne venez pas ici, ce n'est pas le parti des gens de chez vous. Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir celui qui refuse délibérément, probablement à cause de l'origine ou de la proximité sociologique des dirigeants d'un parti d'y adhérer, est-ce que ceux-là ne sont pas aussi des tribalistes? C'est pour ça que pour moi, je crois que la question doit être traitée de manière holistique. On doit traiter de la question du tribalisme institutionnel, du neutralisme tribalistique. Je crois qu'il faut mettre ça entre guillemets parce que je ne suis pas sûr que c'est un terme qui existe vraiment. Mais c'est pour exprimer l'idée selon laquelle même nos abstentions en société sont parfois liées aux reproches de l'origine sociologique. Le professeur Franklin Nyamsi au Cameroun. Tu vas le laisser parler combien de temps? Ouais. Non, Honorable. Non, maître, tu as déjà beaucoup parlé, vraiment. Je vais finir bientôt. Prenez votre mal en patience. Le professeur Franklin Nyamsi au Cameroun, dans une de ses interventions, a promis qu'il allait donner aux Camerounais quelques éclairages, notamment du point de vue historique et anthropologique, sur les constructions de divisions qui minent le Cameroun. Parce que, à l'entendre, et je crois qu'on peut être d'accord avec son analyse, la division du Cameroun est partie par plusieurs strates successives. Il y a, on va dire, la superstructure entre 4 ou 5 grands groupes. Vraiment des constructions qui visent à faire que les Camerounais ne se regardent pas comme des frères avant tout. Il y a, à côté de ça, les micro-constructions. Parce qu'on arrive aujourd'hui au Cameroun à opposer parfois les gens de villages voisins qui parfois sont, on peut dire qu'ils sont de la même ethnie, mais on arrive à opposer par exemple un Banganté à un Baham au nom du repli grégaire. C'est ces choses-là qui nous interpellent et nous invitent à dire à l'État qui nous gouverne, qui est le garant de notre contrat social, comment est-ce qu'il entend nous organiser mieux pour que justement on ne soit pas un conglomérat de villages qui s'affrontent dans un libéralisme débridé et orienté, mais une véritable société qui se renforce de sa diversité. La devise, je termine par là, la devise d'un pays au moins aussi divers que le Cameroun, qui est la Suisse, c'est un pour tous, tous pour un. Voilà. La devise d'un pays comme celui-là. Honorable Doualabel, vous comprenez davantage que ce qui dérange ici certaines personnes, c'est que la présence des armoiries de la République et ce discours stigmatisant, vous semblez dire que c'est pas... Il n'y a rien à voir, il faut circuler. Je voudrais d'abord répondre à notre... à Maître Beaumont. Maître Beaumont. Maître, vous avez fait quelque chose d'extrêmement grave. Et je crois que vous ne vous en êtes pas rendu compte. Oui. C'est la raison pour laquelle vous avez parlé de cette façon-là. On part d'un cas. On reproche à monsieur le directeur à Mangana Manda d'avoir tenu un propos, j'allais dire, décalé, je préfère dire comme ça, décalé, vis-à-vis c'est un euphémisme, hein, d'un autre Camerounais. Et du coup, ça laisse ce conflit entre deux personnes pour arriver à un conflit contre toute une ethnie, les Bamileke. Je trouve ça extrêmement grave. Vraiment. Parce que ça veut dire que Maître lui-même n'est pas suffisamment conscient de combien il est imbibé du jus tribaliste. On parle de deux individus. On parle d'un fait précis. Et on arrive à quelque chose de global sur le regard qu'on pourrait avoir sur toute une ethnie. Donc ça, j'espère qu'il a compris ce que je voulais dire. Je ne vais pas insister longtemps. Maintenant, je voudrais parler de la politique fiction. Je comprends pourquoi le MRC ne va pas y arriver si vite. Parce que vous êtes en plein dans la fiction. Mais attendez, quand on gère un pays, on gère des réalités.
Et ces réalités-là, on ne les a pas forcément fabriquées. On en a hérité. Quand, dans les années juste après les indépendances, Monseigneur Ndogmo a tenu tout le discours qu'on connaît. Il faisait partie du RDPC. Et pourtant, il était un homme de Dieu. Mais il lui a semblé important, en tant que leader, de s'occuper de manière privilégiée de sa communauté à lui. Si vous faites les statistiques des personnes que Monseigneur Ndogmo a envoyées faire des études en Occident, vous allez être édifié. Édifié de ce que, effectivement, se sentant leader d'une communauté, il ne s'est occupé pratiquement, les chiffres nous parleront plus, de manière plus édifiante, puisque c'est des évidences, personne ne peut nier cela. Donc, n'attribuez pas à tous les dysfonctionnements d'aujourd'hui, ne les attribuez pas au régime de Paul Biya. Ce que Paul Biya essaye de faire, c'est de gérer son pays de manière à ce que ces problèmes d'identité ne soient pas stigmatisants. Que certains ne pensent pas qu'ils sont plus camerounais que d'autres. Et quand on pense à tout le monde, quand par exemple il y a des positions à occuper, comme vous avez dit que quand il veut prendre un premier ministre, il n'est pas fou. C'est l'échiquier politique qui lui permet de poser cet acte. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de choisir une personne compétente, mais il va falloir choisir une personne compétente et consensuelle qui va permettre de conserver la cohésion de tout ce que nous sommes. Donc ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais notre travail à nous, pour les générations à venir, moi avant vous, maître, parce que vous venez bien après moi, mais c'est dès maintenant que nous devons donc préparer ce Cameroun qui est le Cameroun que nous attendons tous, que nous voulons tous. Mais il ne le sera que si chacun de nous s'y investit. Ça ne sert à rien de jouer aux victimes pendant que par derrière on mène des actions qui ne sont pas des actions qui vont dans le sens de la parole qu'on énonce. Énoncer les paroles, énoncer les références documentaires ou livresques, tout le monde peut le faire pour se donner des airs de savant. Mais en réalité, ça ne correspond à aucune vérité dans notre organisation sociale d'aujourd'hui. Donc, pour moi, si on revient à ce problème qui a été évoqué pour cette émission, je dirais simplement, donnons-nous le temps de voir comment monsieur le ministre va y réagir. Monsieur Atanganamanda, quand il dit qu'il se sent investi, c'est ça qu'il a dit. Hein? Oui. Mais que je suis officiellement commis pour apprécier utilement cette situation. Je ne sais pas si c'est une commission immédiate, là, j'allais dire une commission par rapport à cette émission, ou alors commis parce que dans ses charges, dans ses missions, dans son job description, il y a ce travail qu'il est tenu de faire pour le Cameroun. Honorable Dolabel, oui. Je crois que le droit de réponse que sollicite le directeur de l'Observatoire des médias, c'est beaucoup plus en rapport avec la sortie de Calibro. Ce n'est pas par rapport à ce qu'il a dit sur Foka, parce qu'il dit, nous veuillez réécouter entièrement cette émission et pour décider d'accorder à un représentant camerounais de rétablir la vérité sur les accusations ubuesques alléguées de façon mensongère et outrancière par cet activiste. Notamment ses propos, voilà. Oui. Si on parlait de l'activiste... Qui n'est pas camerounais de souche, selon certains. Il est sénégalais. Selon certains. Oui, on va revenir. C'est l'heure du journal. Voilà. Parce qu'il y a la notion de camerounais de souche qui s'ajoute à la proximité sociologique. Voilà, on va revenir après le journal, parce qu'il est déjà là, Cédric Nouffelé. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de cette rencontre au sommet de l'État entre le représentant spécial des Nations Unies et le président de la République du Cameroun. Au cœur de leurs échanges, première préoccupation,
la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et sud-ouest et vous suivrez la position du gouvernement camerounais sur l'évolution de la pandémie du coronavirus. Vous le savez, les acteurs sociaux se sentent exclus. Le JICAM et les syndicats l'ont encore fait savoir ce jour. Depuis la mise en place d'un plan de riposte sanitaire, ils n'ont pas été consultés pour la mise en œuvre des mesures économiques et sociales. Critiqué, le gouvernement est sorti de sa réserve. Dans le journal de 20h, le ministre de la Santé publique, le ministre des Finances et le ministre de la Communication tentent de présenter les bons points de la stratégie gouvernementale tout en reconnaissant les difficultés auxquelles le gouvernement est confronté dans la mise en application de ces mesures. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et au moment où les Camerounais sont appelés à respecter les mesures barrières et les règles d'hygiène élémentaires, de nombreuses localités manquent d'eau potable. Nous allons vous proposer ce soir un reportage réalisé en Konsamba, là où les populations sont contraintes de parcourir des kilomètres pour aller dans des sources d'eau à qualité douteuse afin de se procurer de l'eau pour pouvoir répondre à leurs besoins quotidiens. Nous évoquerons également dans le journal de 20h la position de Paul Fokam Kamonieu, fondateur d'African First Bank. Il critique les dirigeants africains qui se tournent vers l'Occident pour demander de l'aide internationale alors qu'il y a des intelligences en Afrique pour pouvoir résoudre les problèmes liés au Covid-19. Il s'exprime dans le journal de 20h. À suivre dans quelques instants. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20h de Cédric Noufelé pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Nous serons toujours en compagnie de nos panélistes à Douala et à Paris. À Paris où nous attend toujours Maître Christian Beaumont-Timban, ici à Douala, l'honorable Marlis Doualabel du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et Maître Roland Diou du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Nous sommes toujours en compagnie de Maître Christian Timban Beaumont depuis Paris, avocat au barreau de Paris. Sur ce plateau, Maître Roland Diou, avocat au barreau du Cameroun, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Et en face de lui, honorable Marlise Doualabel du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Honorable Doualabel, comme j'ai posé la question que j'ai posée à Cédric, en cette période-ci, est-ce qu'on devrait manquer d'eau par rapport à ces mesures? On demande de nous laver les mains plusieurs fois par jour. Hein? Oui. Est-ce que la qualité de l'eau est importante? Le Covid arrive et trouve le Cameroun, oui, un pays en voie d'émergence avec ses insuffisances. Ce n'est pas parce que le Covid arrive que on n'aura pas ces problèmes. Maintenant, une fois que ces problèmes sont identifiés et compte tenu de la gravité de ce qui nous frappe, à savoir la pandémie, je pense que les autorités qui recensent toutes ces questions pointues vont trouver des solutions pour se rattraper parce que si on n'a pas d'eau, pour se laver les mains, c'est difficile de respecter les mesures barrières, de se protéger contre le Covid. Donc, pour moi, je suis triste de savoir qu'il y a des personnes qui sont dans ces situations, mais elles ne sont pas dans ces situations du fait du Covid. Elles sont dans ces situations parce que notre pays n'a pas encore eu la réponse à tous les besoins de développement qui existent dans un pays jeune comme le nôtre. Comment vous comprenez ça, vous, Maître Roland Diou? De la manière la plus... C'est un autre problème qui s'ajoute? De la manière la plus simple, il y a du vrai dans ce que l'honorable a dit. Effectivement, la Covid... On dit il paraît qu'ils ont tranché. Ils ont tranché. Voilà. Ils ont tranché. Hein. Oui, c'est féminin. Donc ce n'est plus la maladie. Non, c'est la Covid-19, c'est la maladie. Oui. Le virus, c'est coronavirus. Voilà. Donc, mais lorsqu'on peut parler de Covid, c'est au féminin. 19. Parce que le Covid, c'est coronavirus disease. Ok. Et comme disease, c'est maladie. Et comme c'est un mot féminin, l'Académie française a tranché.
tranche que pour c'est dire la... que quand on veut utiliser le terme Covid-19, Covid. il faut dire la Covid. La Covid. Donc, En tout cas, là où le résultat moi, est dramatique. je préfère dire que le coronavirus arrive, Voilà. la maladie à coronavirus arrive dans un contexte où, effectivement, nous avons déjà nos propres tares. Et le Cameroun connaît beaucoup d'insuffisances dans son système de services publics, de politique publique. Voilà. Et les politiques publiques, notamment en matière d'accès aux services de base, sont parfois, sinon très souvent, défaillants. Si ce n'est pas l'accès à l'eau potable, c'est la question de l'électricité. Quand ce n'est pas l'accès aux soins de santé de qualité, quand ce n'est pas l'accès à une éducation de qualité. Donc, vous voyez qu'on est dans un cas de figure où on peut multiplier les cas d'insuffisance de la gouvernance publique à l'infini. Et vous allez me permettre, s'il vous plaît, de revenir un peu sur la question que nous avons abordée dans la première partie de l'émission. Oui, mais vous allez permettre que Maître Beaumont dise d'abord un mot sur le débrief du journal. Maître Beaumont, des populations, vous avez regardé le journal, des populations qui aujourd'hui font face à ce problème d'eau en pleine épidémie coronavirus. Comment concilier tout ça? Oui, ce genre-là, je suis un peu, une fois de plus, je suis encore déçu par notre députée, Madame Bell, qui suffit le fait que nous ne soyons pas un pays émergent. Pourtant, la question de l'eau, on n'a pas besoin d'être un pays émergent pour de développer sa population. Il y a des choses simples à faire. Vous vous imaginez qu'il y a des ministres au Cameroun, des fonctionnaires, des directeurs qui ont des voitures qui coûtent 150 millions, 120 millions, 80 millions de francs CFA. Est-ce que vous savez qu'avec 80 millions de francs, on peut faire de nombreux forages dans une petite ville camerounaise? Donc il y a un problème tout simplement avec la gestion de nos ressources. Le fonctionnement de l'État coûte excessivement cher. Il n'est pas normal que dans un pays comme le nôtre, alors qu'il y a des citoyens qui n'ont pas de loi à voir, est-ce qu'on se rend même compte de la gravité de ce traumatisme qu'on peut avoir dans un pays où il y a des hommes, il y a des citoyens qui n'ont pas de loi à voir? Normalement, le pays devrait s'arrêter. Alors, ce n'est pas une affaire des pays émergents ou je ne sais pas quoi. C'est une situation des droits de ces populations. Le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour donner de l'eau aux populations. Mais ce qu'on voit là, moi j'ai été traumatisé. Et quel est même ce pays? On applaudit quand la lumière revient, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, les gens applaudissent. Bon, c'est vrai, vous allez dire pourquoi je compare le Cameroun à un pays comme celui-ci. On est plus riche que la France. La France n'a aucune richesse naturelle. J'ai suivi tout à l'heure le docteur Foucault qui est en train de parler de la richesse africaine. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est tout simplement que nous avons des mauvais dirigeants qui font un mauvais casting. Il faut assumer cela. En ce moment, le Cameroun est mal dirigé. Et il faut que ceux qui le dirigent tirent les conséquences de leur incompétence. Il n'y a pas il y a des Camerounais qui peuvent bien construire ce pays. Il y a des Camerounais qui savent qu'on peut pas acheter une voiture de 80 millions, une voiture de 150, 120 millions, alors qu'il y a des citoyens qui n'ont pas d'eau. Moi, je préfère avoir ce ton. Parce que j'ai comme l'impression qu'on essaie de relativiser ce qui est anormal dans notre vie. Donc tout à l'heure, quand on parlait de tribalisme par un haut fonctionnaire de l'État, et que Mme Bell pense que je suis en train de poser le problème de manière générale contre les familles. Non, il ne s'agit pas de ça, madame.
n'est pas un problème contre les familles. Si ça venait d'autres personnes d'une autre ethnie, j'allais avoir le même temps. C'est des problèmes très graves. On ne devrait pas les banaliser. Vous imaginez un homme comme M. Manga, un haut fonctionnaire de la République, qui est en train déjà de faire de la stigmatisation, de la discrimination sur la base ethnique. Est-ce qu'on peut s'imaginer si tels personnages sont multipliés dans la République? On va avoir des situations où certains citoyens seront malmenés, seront torturés, seront écartés de la gestion de la cité, tout simplement parce qu'ils appartiennent à une ethnie qu'on n'aimerait pas voir, que nos émotions ne supporteraient pas. Nous ne devons pas relativiser ces choses. Le Cameroun est au bord d'une explosion. Tu fais du tribalisme. Ok, on va revenir à Maître Christian Beaumont-Timran, temps pour la régie. Voilà, Maître Diéwo, vous voulez continuer avec la première partie? Oui, allez-y. J'emboîte le pas à mon confrère pour dire que il est urgent, et je ne crois pas que l'honorable me démentira sur cette question, il est urgent qu'on se mette ensemble pour combattre sérieusement cette problématique du tribalisme dans notre société, parce que, voyez-vous, tout le monde en est victime, tout le monde. J'ai une sympathie particulière pour l'honorable ici présente, parce que les téléspectateurs savent combien elle aime le débat d'idées, combien elle est combative, combien elle est courageuse. On n'est pas toujours d'accord. On peut même souvent avoir des désaccords profonds, par exemple sur la vision qu'on peut avoir de la conduite des affaires publiques. Tout à l'heure, quand Maître disait d'elle qu'elle est honorable, elle a fait une formule dont elle a le secret d'ailleurs pour dire qu'on l'a déjà barrée. Mais je rappelle ça simplement pour dire que nous sommes tous, Madame l'honorable, victimes du tribalisme, et vous ne me démentirez pas, parce que vous-même, à un moment donné, vous avez pu, d'après ce que je sais, être victime de cela, alors que vous avez donné tout ce que vous pouviez dans votre premier mandat, alors que vous avez donné tout ce que vous pouviez à cette communauté à laquelle vous avez adhéré jusqu'à vous fusionner à elle par les liens du mariage. Mais à la dernière minute, on a pu évoquer des concepts qu'on a évoqués ailleurs pour parler de calibro, la notion de souche. Parce qu'aujourd'hui, malgré le fait que cet activiste crie à corps et à cri son origine camerounaise, on lui rappelle quand même qu'il ne serait pas un Camerounais de souche. Ajouté à cela, aujourd'hui, nous avons cette notion de proximité sociologique. Je vais citer un autre exemple. On a longtemps demandé au professeur Maurice Kamto d'avoir à se désolidariser d'un autre personnage de la scène publique vivant aux États-Unis qu'on appelle M. Ngana. Je crois comprendre aujourd'hui pourquoi on lui demandait de se désolidariser. Parce qu'on considère que la proximité sociologique fait que s'il ne se désolidarise pas de quelqu'un qui lui est proche sociologiquement, il est forcément d'accord. Et c'est ça qui cause toutes les incompréhensions qu'on peut avoir dans ce pays. On n'a pas demandé à un autre homme politique camerounais de se désolidariser de M. Ngana. Pourtant, il est acté que ce monsieur n'avait jamais, à date, pris une carte de militant du MRC. Sauf qu'on demande aux militants du MRC, à son président, d'avoir à se désolidariser d'un tel ou d'un tel. Okay. Sinon, il sera traité de ou de. La même chose qu'on demande à M. Foka. On demande à M. Foka, à l'inverse, parce que quand on l'accuse de partialité à cause de sa proximité sociologique, on lui demande en fait de montrer patte blanche, de nous prouver qu'il n'est pas proche de son frère du village. Et c'est tout ça qui pollue le débat, qui pollue la scène publique, parce que justement les références sont forcément collées sur des étiquettes sociologiques. Et donc, je plaide à nouveau pour que nous comprenions qu'il faut véritablement que nous fassions une union sacrée autour de la lutte contre le tribalisme dans toutes ses formes. Je souligne dans toutes ses formes. Et là, je vais aller dans le même sens qu'on aura pour dire qu'il faut
effectivement dire à nos concitoyens que le tribalisme est certes, comme nous le voyons sous nos yeux, institutionnel à travers les actes que les fonctionnaires, les autorités investies du pouvoir de l'État posent, mais il n'est pas qu'institutionnel. Et l'un n'excuse pas l'autre, l'un n'explique pas l'autre. Et donc, s'il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on ait l'honnêteté et l'humilité de reconnaître que toutes les formes de tribalisme doivent être combattues. Le tribalisme institutionnel et le tribalisme non institutionnel, qu'il ne faut pas confondre, et là je préfère le revendiquer avec véhémence, qu'il ne faut pas confondre avec sa tribalité, avec son identité, parce que nous avons tous, autant que nous sommes, parfaitement le droit d'être fiers de nos origines, d'être fiers de nos cultures, d'être fiers de ce que nous avons hérité comme patrimoine ancestral. C'est d'ailleurs un plus qu'on devrait considérer comme tel et non pas comme un repli. C'est comme le point zéro dans un repère. On ne reste pas sur le point zéro. Il faut bien aller vers pour pouvoir décrire une cour. Quand on reste sur zéro précisément, on est dans le grégaire et on ne peut pas évoluer. Et c'est tout ça le sens de la grande œuvre de la Renaissance nationale que nous appelons les Camerounais à construire avec nous et tous les hommes de bonne volonté, y compris l'honorable va réagir. Voilà, l'honorable va réagir. Oui. Je vais réagir parce que il se croit malin. Il se croit très malin parce que il me rappelle d'abord honorable. Oui, vraiment, vous êtes bien, mais on vous a barré. C'est vous qui avez dit qu'on vous a barré. On m'a barré. Est-ce que c'est faux, honorable? On m'a barré. Je ne suis plus honorable. Si, vous gardez le titre, mais je veux dire que des fois, je vis ça comme une petite usurpation. Mais cela ne veut pas dire que mon parti ne me reconnaît pas comme un acteur. Je ne l'ai pas dit, honorable. Non, je ne l'ai pas dit. Donc, mon parti me reconnaît tout à fait comme acteur. Et je pense que mon parti compte sur moi pour que la politique et le programme politique de M. Paul Biya soit mis en place, soit implémenté pour le bonheur des Camerounais. Pour cela, il n'y a pas de doute. Maintenant, je veux dire que vous êtes hors sujet. Vous êtes hors sujet pourquoi? Parce que la souffrance que vous avez d'avoir raté le coach en refusant de participer aux consultations électorales passées fait que quand on parle de l'eau potable, vous déroulez tout le programme que vous devriez nous dérouler pendant les élections. Non, sur l'eau potable, vous avez répondu à ma place et c'était suffisant. Donc, et je pense que si, par rapport à l'indice de développement humain, le Cameroun est au-dessus de pas mal de pays africains, oui, monsieur, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pays en voie de développement ou en voie d'émergence qui connaissent encore ces problèmes de développement de base. C'est important de le dire, parce que ne faites pas comme si Maître Timban, je ne sais pas combien de temps il est resté en France sans venir, mais il faut venir, il faut venir, parce que quand vous venez de temps en temps, vous comprenez mieux ce qui se passe et vous repérez votre couloir à vous où vous pouvez aider le pays à avancer. La contestation que vous faites, elle a sa place puisque vous êtes de l'opposition. Mais cela ne vous empêche pas, en tant que personnalité, de vous impliquer dans le développement de votre pays. Vous pouvez très bien le faire. Alors, maintenant que je l'ai dit, je vais également dire à mon jeune ami, Maître Diéou, que, Maître Diéou, vous savez, on n'invente pas le Cameroun. Le Cameroun existe. Et quand on regarde la matrice des partis politiques, l'ensemble des partis politiques, la lecture qu'on en fait, c'est que ce que vous appelez tribalité ou ethnicité ou tribalisme ou tout ce qui renvoie à l'identité a une importance. Regardez bien les partis. Ils sont construits autour des ethnies ou autour des départements ou autour des régions. Donc, j'allais dire, le management politique du RDPC n'invente rien. Il faut capter cela parce que c'est ça la réalité. Et maintenant, mettre en place des leviers qui vont permettre à ce que cette tendance que nous avons tous
à nous identifier à un lopin de terre ou à une culture donnée, ou au fait que... Bon, moi j'adore la culture Bamileke, parce que je la trouve très structurée. Et c'est bien. D'autres pourraient prendre exemple. Pourquoi est-ce que quand comme on dit, on attrape un successeur, un chef, oui, pourquoi on le met dans la case sacrée avec 9 femmes? C'est ce qu'on m'a dit, hein, c'est 9. Toi, peut-être que tu ne sais même pas. Donc, on le met avec un certain nombre de femmes qui doivent être fécondées pour qu'on s'assure que le prochain successeur sera effectivement du sang du chef, si jamais il arrivait que ce dernier parte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'identité a quand même une importance, et une importance qu'on ne saurait annihiler. Oui. Donc, on doit en tenir compte, mais pour bâtir une nation moderne, il faut réduire à un pourcentage d'impact très réduit le fait qu'on soit de tel ou de tel village. Où on doit pouvoir mettre en avant ce que chacun de nous fait, par exemple pour sa circonscription. Je peux ne pas être de Souche, Canton Bel, et m'impliquer tellement dans le développement de mon canton, oui, que je sois reconnu par mes pairs comme quelqu'un qui se sent Canton Bel. C'est ça qui est important. C'est pas, en réalité, c'est pas la souche. Je suis d'accord avec vous. Mais beaucoup pensent encore que c'est la souche. Et ça, c'est partout au Cameroun. Donc, nous battons au niveau du RDPC. Et je pense que vous savez que c'est l'un des partis qui est le mieux implanté et qui a des représentants partout. Oui, c'est la vérité. Vous voulez douter? Vous ne pouvez pas douter. Je m'efforce de ne pas vous interrompre. Donc, nous n'avons pas de limite ethnique. Les combats de personnes peuvent exister. Et quand ces combats de personnes arrivent, l'argument peut venir. Mais franchement, nous vivons en toute fraternité et les intérêts premiers sont les intérêts de notre parti. Voilà. Permettez. On va permettre à Maître Christian Beaumont Depuis quelques semaines, Maître Christian Beaumont, vous dénoncez ce tribalisme rampant-là et ce qu'on appelle vulgairement les faux profils. Qu'est-ce qui motive ce nouveau combat, Maître Beaumont? Oui, ces gens-là, c'est pas un nouveau combat, c'est un combat que j'ai... Oui, c'est pas un nouveau combat, c'est un combat que j'ai toujours mené. Oui. Et quand je regarde de près la situation camerounaise, le mal-être au Cameroun, le vivre ensemble qui est menacé, le sous-développement qui ne fait que quoi, la souche, la principale cause, c'est ce tribalisme-là. Alors, il faut lutter contre le tribalisme parce que les Camerounais ne regardent, ne vivent, n'ont de vision sur ces conseils d'attributs. Je pense que nous sommes une république. Il faut qu'on apprenne aux Camerounais à vivre la république. La république, dans la république, on ne parle pas de tribus. Les tribus vont rester dans la sphère culturelle. Par exemple, si vous êtes Sawa comme Madame Bell, les Sawa vont se retrouver lors d'un festival où ils vont partager de l'art culinaire, ils vont organiser un festival de danse, ils vont organiser des danses, ils vont organiser par exemple, je ne sais pas, des processions montrant leur culture. C'est là d'ailleurs pourquoi je peux soutenir le projet de la construction de cette maison du Ngondo, la grande maison GU. Oui. Ça c'est bien, ça c'est des bonnes initiatives dans la République. Parce que nous devons avoir la culture de nos ancêtres. Mais quand on parle de République, on doit écarter la tribu. La République ne connaît pas les tribus. C'est-à-dire que dans le fonctionnement des institutions, la République connaît la famille. C'est la famille qu'on doit promouvoir, on doit protéger. Parce que si on amène la tribu, parce que la tribu c'est quoi en réalité? La tribu, c'est une construction des hommes. C'est une construction des hommes. Il y a des personnes vers la tête. La famille, c'est une construction d'un groupe de personnes, des hommes, d'une famille, et essayant de dominer en créant des petits États, des micro-États dans les États. Des hommes et des femmes. Et ces micro-États, qui sont en réalité des peuplades, sont à l'origine de la guerre, des guerres civiles, des tueries. La tribu est très mauvaise quand elle rentre dans ce qu'on appelle la politique ou dans la gouvernance d'un État. Parce que ça devient dégène, ça devient une source de conflit et les gens peuvent se donner la mort. Regardez en Afrique, la plupart des guerres
les guerres civiles, les guerres dans le pays, elles ont pour origine les tribus. Vous voyez ce qui se passe en Centrafrique. Vous voyez ce qui se passe en Somalie. On parle toujours des tribus. On doit apprendre aux Camerounais à sortir des tribus. À sortir des tribus, ça commence donc dans le débat public, dans le débat citoyen. Nous devons lutter contre tout débat à caractère tribal sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est là où on se retrouve. Le monde a changé, on ne va plus se retrouver dans des salles pour parler. On parle tous les soirs, à chaque minute, entre nous. Les Camerounais nous retrouvons. Et là, nous devons écarter tout débat tribal. Parce que dès qu'il y a le débat tribal, on est en train... Voilà. Maître Ndjebou, merci à vous, Maître Bobon, d'avoir été une fois de plus avec nous. Maître Ndjebou, rapidement, nous sommes arrivés au terme. Il ne faut pas qu'on banalise le débat sur le tribalisme. Oui. Il ne faut pas qu'on le banalise, il faut qu'on le prenne. C'est trop sensible. Il faut qu'on le prenne aussi. Non, c'est une question effectivement très sensible. Et de très survie. délicate. De survie même. Survie. Oui, comme survie. dit l'honorable. Le problème, c'est cette dialectique-là. C'est que à la fois, c'est une question délicate, mais c'est également une question capitale. Ouais. Autant on ne peut pas s'en passer, autant on doit en parler avec précaution. C'est pour ça que je préfère proposer que l'on trouve plutôt la meilleure façon entre Camerounais de juguler ce problème. Et je dois dire que... Vous voulez dire une sorte de mouvement transparti qui est au-dessus des partis politiques, par exemple. Je ne comprends pas. Comment vous... Non, expliquez-moi, je voudrais... Allez-y donc, maître. sur la question du tribalisme, Oui. on ne devrait pas, quand on est républicain, avoir de parti politique. Et dans ce sens-là, oui, on devrait avoir une approche transpartisane. Mais ce que je dis, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est que cela fait partie des combats, je pense même des combats les plus fondamentaux du parti politique auquel j'appartiens, sans en revendiquer d'ailleurs l'exclusivité. Le MRC ne s'autoproclame pas détenteur de l'exclusivité du combat contre le tribalisme. Nos devanciers l'ont fait avant nous. Je peux citer Ruben Oumniobé lorsqu'il, dans une correspondance, s'offusquait déjà à l'attention de André Marimbida de ce qu'il ne faut pas exaspérer nos différences culturelles, qui sont réelles certes, mais qui ne doivent pas être fantasmées au point de servir d'armes politiques. Donc en cela, on peut citer Ruben Oumniobé, mais pour ceux qui ont une fibre panafricaniste, on peut aller beaucoup plus loin. On peut même citer les travaux de Cheikh Anta Diop qui prônent l'unité fondamentale du peuple africain. C'est-à-dire qu'à cette échelle-là... Oui, mais est-ce qu'il a réussi ça au Sénégal? Cheikh Anta Diop au Sénégal, la question d'ethnie... Oui, merci. Okay. Cheikh Anta Diop n'était pas chef d'État. Cheikh Anta Diop n'était pas dirigeant politique. Cheikh Anta Diop était un théoricien qui a, par ses travaux, démontré, je crois de manière établie aujourd'hui, que les différences qu'on peut observer en Afrique participent en réalité d'une unité fondamentale et que c'est simplement des aspérités qui peuvent nous faire croire qu'en fait on est différent, alors que fondamentalement l'Africain, qu'il soit de l'Afrique du Sud ou de l'Afrique de l'Ouest, du Centre ou de l'Est, est le même homme en général. Merci. Et donc si nous réussissons ça au Cameroun, nous pouvons à ce propos-là être le phare. Mais on va le réussir. Merci. Pour la renaissance africaine. Et nous travaillons au sein du mouvement pour la renaissance. Merci Maître Roland Ndjebou. Merci à Maître Christian Bomotiman depuis Paris. Merci à vous, Honorable Marley Toalabel. On va tout appeler honorable. Hein? Merci. Voilà, Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinos Soir. Bonsoir, Ponty.